Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui la musique se livre sur Jimi Hendrix et je suis ravi de recevoir Jean-Michel Guédon et Philippe Margottin pour Jimi Hendrix La Totale, publié chez EPA Éditions. Messieurs, bonjour. Bonjour. Les fidèles de l'émission le savent, je suis ce que l'on appelle communément un fan de Prince même. Petit retour dans les années 80, je n'ai pas 13 ans, le web n'existe pas et la télé atteint difficilement les 6 chaînes. Pour m'informer sur mon chanteur préféré, je n'ai d'autre choix que de lire le seul ouvrage traduit sur l'artiste. Au fil des pages, un nom revient souvent, celui de Jimi Hendrix. On y évoque le look, les solos de guitare inspirés et une couleur, le purple. En 1984, le Purple Rain de l'un fait résonner le Purple Haze de l'autre. Mais qui est donc ce Jimi Hendrix ? Direction la médiathèque pour trouver ses disques. De retour dans ma chambre d'ado, le vinyle posé sur la platine, la musique commence. Étourdi, je me souviens que mes oreilles encore vierges ne comprennent pas ce qu'elles sont en train de subir. Cela ne ressemble à rien de ce que j'ai pu entendre et surtout, je ne perçois pas encore le lien de parenté avec mon idole. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ma première rencontre avec le génial Hendrix est ratée. Et pourtant, je sais que je viens de m'exposer à quelque chose de grand, quelque chose de dingue, quelque chose qui me dépasse. Quelques années plus tard, je me retrouve au premier rang du balcon du cinéma Le Max Linder à Paris, où un festival de films musicaux est organisé. Je décide ce soir-là d'aller voir Jimmy Plays Montré, soit l'enregistrement du concert du 18 juin 1967. Cette fois, ça y est, l'image sur écran géant, mariée à la puissance sonore, marque mon premier véritable choc hendrixien. Je ressors aussi sonné que les spectateurs qui ont eu la chance d'assister à ce concert mythique, du moins ceux qui s'en souviennent, vu la quantité de drogue qui devait circuler. En 3 albums studio sortis de son vivant, plus quelques prestations immortalisées comme le légendaire Woodstock, Jimi Hendrix va transformer le rock et donner à la guitare électrique une dimension qui fait office de référence et de modèle encore aujourd'hui. Jean-Michel Guédon et Philippe Margottin. Comme vient de le chanter Jimi Hendrix dans cette introduction, bonjour mes amis, vraiment heureux de vous revoir. Vous êtes des habitués de la musique se livre et je ne cache pas mon plaisir quand il s'agit de vous recevoir. Vous êtes désormais des références dans l'analyse discographique de grands groupes et artistes des années 60 et 70. Ainsi, vous avez déjà raconté en détail toutes les chansons de Led Zeppelin, Pink Floyd, Bob Dylan, les Rolling Stones et les Beatles. Alors, première question évidente, pourquoi Jimi Hendrix aujourd'hui ? Jimi Hendrix est quand même une des plus grandes références de la musique rock. C'est le guitariste rock par excellence qui a inspiré un nombre considérable d'artistes, dont évidemment Monsieur Prince. Entre autres, c'est une des figures emblématiques des années 60, de la fin des années 60. C'est l'image que l'on garde de Woodstock, par exemple. Donc c'est une figure absolument incontournable avec un jeu de guitare qui a révolutionné absolument l'instrument. Et Woodstock est montré parce que c'est en 67 qu'il se fait connaître à l'échelle planétaire, parce que c'est un Américain, mais en fait qui a fait carrière en Angleterre, et c'est montré, il retourne aux États-Unis pour la consécration. Alors la force de votre travail réside dans cette capacité que vous avez à raconter chaque chanson, de la genèse aux indiscrétions en passant par le détail de l'enregistrement. C'est ce que nous allons faire maintenant avec votre sélection. Nous débutons sans fioriture avec probablement une des chansons les plus connues de Jimi Hendrix, Hey Joe. Hey Joe, la chanson aux 1700 reprises recensées au moins. Jean-Michel, vous ouvrez le bal. Hey Joe, c'est le premier single de Jimi Hendrix et l'expérience, donc ça compte. C'est un morceau extraordinaire. En fait, c'est aussi le morceau qui a qui a ouvert la carrière de Jimi Hendrix, parce que, en fait, il jouait dans un club aux États-Unis et il y avait une petite amie à l'époque qui s'appelait Linda Kiss, qui l'avait découverte et elle était tombée à dingue de Jimi Hendrix et de son jeu. Elle était persuadée qu'il devait faire une carrière international, parce que jusqu'alors Jimi Hendrix n'était juste qu'un accompagnateur de groupe. Il a joué avec Little Richard, etc. Et elle décide de lui trouver un manager, et elle va voir à droite et à gauche, et elle tombe sur Chas Chandler, qui était le bassiste des Animals et qui à l'époque souhaitait se convertir dans la production. Donc elle arrive à le faire venir dans le club où jouait Jimmy, qui était le Cheetah. Et il se trouve que la première chanson que joue Jimmy, c'est Hey Joe. Et là, Chas Chandler est absolument scotché, d'autant que par le plus grand des hasards, il avait entendu la chanson quelques jours avant, chantée par Tim Rose.
Et cette chanson-là, il s'était dit, de retour en Angleterre, parce qu'il était en tournée aux États-Unis avec les Animals, de retour en Angleterre, je me lance dans la production, je cherche un interprète pour reprendre cette chanson. Donc, il tombe là-dessus sur Jimmy qui joue ça de façon phénoménale, et il se dit, waouh! Et à l'issue de cette interprétation, il va voir Jimmy, il dit, écoute, voilà, il se présente, il dit, écoute, je termine ma tournée avec les Animals. Dès que j'ai fini, dans 3 mois, si t'es d'accord avec moi, je t'emmène en Angleterre, je te fais connaître tout le monde. Hendrix, qui était, lui, dans une issue au niveau de sa carrière américaine, il dit, ouais, j'ai rien à perdre, ok. Donc, en fait, il le fait venir en septembre 66 en Angleterre, et c'est là que tout démarre pour Jimi Hendrix. Alors on va enchaîner avec un autre single sorti en mars 1967 et l'un des plus célèbres riffs de guitare de l'histoire du rock, dites-vous dans ce livre Jimi Hendrix la totale, puisque l'on va parler de Purple Haze, Philippe. Oui, alors Purple Haze, il a trouvé un riff dans son appartement londonien et puis le 26 décembre 66, il doit jouer dans un club. Et puis, il y a Chad Chandler, justement, qui passe à côté, qui entend ce riff en disant « Ça, voilà ton prochain tube, tu me le finis dans la journée. » Alors, le morceau est exceptionnel, mais aussi au niveau des paroles, parce que c'est tiré d'un poème qu'il a dû écrire quand il est arrivé à Londres, et qui est vraiment... alors, Purple Haze, il y a plusieurs significations. C'est la brume pourpre. Alors on peut y voir une référence aux drogues, parce que alors ce qui se trouve, pour être tout à fait clair, c'est que il a écrit Purple Haze en 66 et en fait ce qui anticipe la mode du LSD qui arrive plus tard, et qui s'appelait également Purple Haze et qui était d'ailleurs couramment employé à Monterey. Et pour revenir au texte, ce qui est intéressant, c'est que c'est un poème, mais qui est aussi adapté d'un roman de science-fiction de Philip Joseph Farmer. Et donc, à partir de là, il a créé tout un univers qu'on va retrouver tout au long de sa carrière. On écoute ça tout de suite. Jean-Michel, vous vouliez apporter une précision sur Purple Haze. Oui, le riff de Purple Haze est assez étrange. En fait, il est basé sur ce qu'on appelle en musique un intervalle de quartes augmentées ou de quintes diminuées. En fait, sous ces mots savants, c'est un intervalle de tons qui fait que ce qu'on entend est assez dissonant. C'est tellement dissonant qu'à l'époque, au Moyen-Âge, on appelait ça l'intervalle du diable. Exactement. Voilà, il fallait le préciser. Alors je suis très content du choix suivant, parce que figurez-vous que lorsque j'étais étudiant en cinéma, ça ne nous rajeunit pas, mon premier film de fin d'année s'appelait The Wind Cries Mary et débutait avec le titre d'Hendrix. Une semaine avant la sortie du premier album de Jimi Hendrix, Are You Experienced? The Wind Cries Mary sort en single le 5 mai 1967. Jean-Michel, parlez-nous de cette Katie Marie. Mary, c'est une histoire d'amour avec l'une de ses copines qu'il avait à l'époque. Et en fait, pourquoi cette chanson c'est le 3e single du groupe. Il faut quand même savoir que le groupe à l'époque n'existait que depuis quelques petits mois. Donc ils ont une maîtrise du studio et un son de groupe qui est déjà assez phénoménal. L'intérêt de cette chanson est de montrer que Jimi Hendrix est connu pour dévaster la scène en faisant exploser ses instruments et ses amplis. C'était aussi quelqu'un qui composait des ballades assez sublimes, dont celle-ci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, elle était enregistrée de façon amusante, dans le sens où ils terminaient la journée en studio. Ils avaient enregistré notamment ce qu'on appelle les basic tracks de Purple Haze, notamment. Et il restait 20 minutes de studio. Et Chas Chandler, le producteur, lui dit, écoute, t'as pas un petit truc, une démo à faire? Et Hendrix, il dit, attends, je sais, j'ai quelque chose. Et il se met à la guitare et il montre à Mitch Mitchell et à Noel Redding comment se découpe la chanson, parce qu'il la connaissait pas. Il leur montre les grilles d'accords. Donc il dit ok, on va faire un petit test de son, toc toc toc, et il joue le début de la chanson et puis il dit bon ok, on peut tourner. Et là, ce qui est hallucinant, c'est que ils enregistrent la chanson en une prise, alors qu'ils connaissaient, les autres ne connaissaient rien et que c'était la première fois que Hendrix la jouait en entier.
il ajoute quelques overdubs et la chanson est bouclée au bout de 20 minutes. C'est pour ça qu'on aime vos livres, c'est pour ces petites histoires. Ah ben oui. Et oui. Et on est là pour ça. Je sais bien. Comme je le disais précédemment, le 12 mai 67 sort Are You Experience, le premier album du Guitar Hero, et ça commence comme cela. Je vais rendre fou tous les fans à couper les solos de guitare, et je vous présente toutes mes excuses, mais nous privilégions les envolées de nos invités. Jean-Michel, une des rares chansons joyeuses de Hendrix, paraît-il. Oui, parce que Hendrix préférait les univers tourmentés, mais Foxy Lady, c'est une forte connotation sexuelle dans les paroles. Ça parle d'une fille qui lui met le feu. Et en fait, on ne sait pas trop qui c'est. On a plusieurs suppositions. On suppose que c'était Heather Taylor, qui est devenue la femme de Roger Daltrey, le chanteur des Who, etc. L'intérêt de cette chanson, c'est d'entendre la cohésion du groupe là, qui joue de façon phénoménale, avec la superbe partie de batterie de Mitch Mitchell, qui est une batterie avec un groove fabuleux. Et la guitare de Hendrix qui est aussi absolument géniale, avec ce riff qui est basé sur un accord que les Américains vont qualifier de Hendrix chord, l'accord de Hendrix qui est une septième avec une neuvième augmentée. Voilà, c'est un accord qu'il affectionnait particulièrement, qu'il a employé sur plein de morceaux. Alors Philippe, je ne vous oublie pas, mais Jean-Michel a sélectionné un autre titre de cet album moins connu, merci pour cela. Il s'agit de Third Stone from the Sun. Pourquoi ? Parce que c'est un morceau qui permet de découvrir un autre Jimi Hendrix. Jimi Hendrix était quelqu'un qui quand même s'intéressait profondément à toutes sortes de musique, et notamment le jazz. Et cette chanson-là est un instrumental, principalement un instrumental, pas seulement. Et dedans, on peut découvrir sa facette jazz, free jazz, qui à l'époque avait un peu gêné les fans de rock, fans du guitariste, et qui, mais simplement cette chanson permettra à d'autres grands musiciens de s'intéresser à Jimi Hendrix, dont Miles Davis ou Gil Evans, tout ça. Ils se sont tous rendus compte que l'univers de Hendrix n'était pas que du rock, mais aussi jazz. Et donc voilà, c'est une des facettes d'Hendrix qu'il faut absolument découvrir. Exactement. Le titre est assez long, j'invite tout le monde à l'écouter en intégralité. Il sera dans la playlist, on en écoute un court extrait. Jean-Michel, je sais que vous avez encore des choses à nous dire. Oui, la voix d'outre-tombe que vous venez d'entendre, en fait, c'est une voix ralentie, c'est la voix de Chas Chandler qui simule le directeur d'une station spatiale qui dirige le vaisseau de Jimmy. Voilà. Donc la voix est trafiquée, elle est ralentie, donc c'est tout à fait amusant, et Jimmy rigolait comme un malade parce que c'était aussi un grand fan de science-fiction. Oui, on en parlait tout à l'heure avec Purple Haze, justement. Merci pour ces précisions, Jean-Michel. Mais de rien. Je parlais tout à l'heure, en introduction, du concert de juin 67, donc à Montreuil, dans mon introduction. Et Philippe, vous avez choisi l'iconique Wild Thing avec son final qui a marqué les esprits, l'histoire du rock et même de la musique. Oui, Wild Thing, c'est une chanson de Chip Taylor qui s'appelle en fait Voight, et qui est le frère, pour l'anecdote, de l'acteur John Voight. Et ça a été enregistré une première fois par un groupe new-yorkais qui s'appelle The Wild Ones, mais c'est le groupe, un des grands groupes problématiques du Swinging London, The Trucks, qu'on a fait un énorme succès. Et Hendrix est à New York en 66 lorsqu'il tombe sur ce single. Il l'écoute, il en devient fou, il se l'inscrit immédiatement le soir même à son répertoire au Cheetah Club. Je crois que c'est en juin 66. Et The Wild Thing va devenir un de ses titres fétiches, à tel point qu'il va évidemment l'interpréter lors du festival de Montreuil, dont je disais tout à l'heure, qui est symbole de sa consécration aux États-Unis. Et elle a un rôle tout particulier, cette chanson, parce que c'est pendant son interprétation, ou à la fin, qu'il invente ce rude sacrificiel où il incendie sa guitare.
Et Michel Philippe, qui est la chanteuse de The Mamas and Papas, a souvenir d'avoir vu quelque chose, d'avoir jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire. Vous la citez. Oui. Elle dit « J'étais dans le public et j'étais consterné, pas par la sexualité du spectacle, mais par ce qu'il a fait à son instrument. Il a balancé de l'essence à briquet sur sa guitare et y a mis le feu. Je n'avais jamais rien vu de tel dans ma vie. » Absolument. Et en fait, ils cherchaient avec Chandler quelque chose qui pourrait être encore plus fort que ce que faisait Pete Townshend, qui était lui aussi à Woodstock, et qui déjà, lui, bousillait sa Gibson à la fin des shows, et donc Hendrix a dit que ça serait pas mal de faire de l'incendier. Voilà. On écoute ça. « 1er décembre 1967, le second album studio de Jimi Hendrix sort au Royaume-Uni, Axis Bold as Love. Philippe, vous avez choisi Spanish Castle Magic et j'ai découvert grâce à vous ce qui rendait cette ligne de basse si atypique. Noel Redding utilise une basse 8 cordes. Oui, alors au niveau de cette chanson, je l'ai choisie parce que c'est une autre facette d'Hendrix auteur, parce qu'il a 25 ans et déjà il montre une certaine nostalgie de son adolescence, parce que le Spanish Castle Magic c'était un ballroom qui se trouvait à quelques miles de Seattle, où il a vécu adolescent, et où il se rendait à la fin des années 50 pour jouer un peu avec les musiciens locaux. Voilà. Et à partir de là, il a écrit une chanson que moi je trouve absolument fabuleuse. Et alors, on est encore obligé de faire une référence à ses expériences psychédéliques, parce que le Spanish Castle Magic est devenu ensuite on était imprimé sur les buvards que l'on prenait quand on prenait du LSD. Donc voilà. Mais après. Donc il a encore inspiré un nom d'acide, décidément. Déjà parce que les paroles s'y prêtent un peu, j'en ai retenu quelques-unes. Accroche-toi si tu veux y aller, aller au sommet, laisse-moi m'éclater avec toi. On peut quand même deviner que c'est une expérience hallucinogène à deux. Voilà. Quant à la basse 8 cordes, Noel Redding on joue, mais Jimi Hendrix avait la même. Et on pense qu'il a refait ou doublé quelques parties de la basse originelle de Noel Redding. Mais oui, il était comme ça. On le pense. On le pense. Jean-Michel, vous avez sélectionné un autre titre emblématique d'Axis Bold as Love de Jimi Hendrix, Little Wing. Rien que l'intro est une merveille à elle seule. Ah oui, c'est sans doute aussi une des plus belles chansons de Jimi Hendrix à tous les niveaux. Les paroles sont très poétiques, ça parle d'une petite indienne qui s'envole dans le ciel, etc. C'est une chanson qui lui est venue, justement l'idée lui est venue à Monterey, donc en voyant un peu le public sous son prisme, on va dire, un peu délirant. Il a construit toute une histoire autour de ça. Mais ce qui est fabuleux dans cette chanson, c'est que, bon, pour moi, c'est sa plus belle ballade. Déjà, ça montre encore la facette poétique douce de Jimi Hendrix. Et là, on sent toutes les influences qui l'ont marqué au niveau guitaristique, notamment celle de Curtis Mayfield, dont il a repris quand même beaucoup de phrasés et beaucoup de plans, on va dire, de licks. Mais c'est une chanson absolument fabuleuse. Sur le plan technique, au niveau de l'enregistrement, Eddie Kramer, qui était son ingénieur du son au Olympic Studio, avait pour la première fois pris sa guitare en stéréo, donc on entend une guitare d'une ampleur assez incroyable. Pour le solo de guitare, il s'était servi d'une petite cabine Leslie. Alors, faut savoir qu'une cabine Leslie, ce sont des haut-parleurs qui tournent dans une cabine et qu'on branche un orgue Hammond B3, et l'équipe de Olympic Studio avait construit une mini cabine Leslie, et Kramer avec Hendrix s'était dit tous les deux, tiens, on va voir ce que ça va donner, et c'est ça qui donne le son tournoyant du solo. Donc c'est absolument génial. Mais cette chanson a inspiré énormément de gens, a marqué énormément de gens. Il y a eu des centaines de versions. Et pour moi, la plus belle, peut-être, une des plus réussies, me semble-t-il, c'est celle de Sting avec justement des orchestrations de Gil Evans, et c'est absolument fabuleux. La version de Sting en concert sur cette tournée, justement, durait 15 minutes. Ouais, c'est absolument génial. J'ai toujours trouvé que Little Wing était trop courte.
Oui, alors c'est ça c'est le problème, la faute. On revient à Chas Chandler qui, on ne sait pas pourquoi, a voulu l'abréger, donc a voulu faire une chanson très courte, et on sent quand même que ça manque de suite. C'est un peu dommage. À noter également, ce sont les influences, pareil, Curtis Mayfield, les Impressions, tout ça. La musique black, R&B, dedans l'emploi d'un glockenspiel là, qui est une sorte de petite de vibraphone, un truc comme ça, et qui donne cette couleur un peu aérienne au morceau. Donc c'est absolument un chef-d'œuvre. Si vous ne le connaissez pas, c'est le moment. Si vous ne la connaissez pas, il faut la découvrir. C'est le moment de se rattraper. Dernier titre issu d'Axis, Bold as Love, If Six Was Nine, Philippe Margottin. Oui, alors c'est une chanson où là véritablement Hendrix au niveau du texte se hisse au niveau d'un de ses maîtres qui est Bob Dylan. C'est une chanson où il appelle de ses voeux la chute de l'ancien monde, c'est-à-dire la société américaine des années 60, pour l'explosion d'une culture alternative dans laquelle il se retrouve. Lui-même, dans cette chanson, il se définit comme un acid freak. Alors freak, c'est le mot littéralement veut dire monstre, mais dans ce cas-là, c'est celui qui refuse toutes les conventions américaines telles qu'elles ont été érigées pendant des décennies. Voilà. Très bien. Bref, efficace, comme d'habitude. If Six Was Nine. C'est bon. 25 octobre 1968 sort le 3e disque de Jimi Hendrix, et pas des moindres, un double album qui devient un marqueur dans l'histoire du rock puisqu'il réussit à faire la synthèse de la musique populaire de son temps, mais de manière tellement novatrice que ça va influencer plusieurs générations de musiciens ensuite et dans tous les genres. On pourrait faire une émission entière sur Electric Ladyland, on devrait même. Jean-Michel, vous nous parlez dans un instant de cet album, d'accord ? Avec plaisir. Alors Jean-Michel, have you ever been to Electric Ladyland ? Ouais, j'aurais bien aimé, très franchement. C'était encore une balade de Hendrix. C'est le premier vrai morceau qui ouvre l'album. Le premier étant une sorte de tourbillon électronique, un montage électronique comme Hendrix les affectionnait. Ça, c'est la première vraie chanson qui démarre le double album. Et c'est absolument superbe pour plusieurs raisons. Déjà parce que le titre Have You Ever Been to Electric Ladyland? Electric Ladyland va servir de nom pour le studio qui va lui-même construire, qui va porter son nom et qui l'utilisera très peu, puisqu'il sera terminé quelques mois avant sa mort prématurée en septembre 70. Et aussi parce que ce morceau est un des premiers morceaux où on sent vraiment toutes ces influences rhythm and blues, soul, etc. Et c'est assez fabuleux. Alors déjà le jeu guitaristique là revient toujours, c'est un peu les sources, la Curtis Mayfield, Impressions, tout ça. Mais aussi au niveau vocal, parce que là, Hendrix, pour une des premières fois, prend une voix de fausset qu'il harmonise à 3 voix, c'est assez fabuleux, et on sent dedans des influences, on sent dedans un matériel qui va inspirer beaucoup de musiciens, dont un certain Petit Prince, parce que là vraiment c'est même taquiné. Mais c'est vrai. Non mais on est bien d'accord. Donc voilà. Mais pas que, beaucoup d'autres. Et peut-être aussi même Marvin Gaye qui peut-être reprendra les idées d'harmonie vocale pour son futur album What's Going On, un chef-d'œuvre de la musique soul. Bientôt la totale Marvin Gaye, peut-être. On aimerait bien. Philippe, vous allez nous parler d'un mastodonte de 15 minutes de bonheur, un titre clé de ce double album, Voodoo Child. Je vous propose qu'on en écoute un extrait et vous nous racontez ce titre juste après. Alors Voodoo Child, c'est l'histoire commence dans un club new-yorkais qui s'appelle The Scene, où Hendrix et ses musiciens sont allés après une journée de répétition, d'enregistrement même, et il se trouve dans le club Jack Cassady, qui est le génial bassiste de Jefferson Airplane, et Stevie Winwood, qui est le génial chef d'orchestre de Traffic. Et ils discutent ensemble, et puis en l'absence de Noel Reading, ils décident d'aller faire une jam dans le studio d'enregistrement qui est tout à côté.
avec leurs amis bien sûr. Bon, et puis l'ambiance commence à monter. Et là, ils vont revisiter un blues absolument magnifique, qu'ils vont intituler Voodoo Child, mais qui est au départ Rolling Stone Blues. Alors, s'il faut le préciser, Ken Muddy Waters, le titre qui a donné son nom au Rolling Stone, évidemment, et qui, ce blues puise son origine dans un autre blues plus ancien qui est Catfish Blues. Et donc, c'est cette réunion-là qui, à partir d'une jam, où on va voir le génie de Hendrix, accompagné par des musiciens également virtuoses, et la bonne idée de Kramer d'avoir enregistré cette jam session. Voilà. Et il faut remarquer que Noel Redding est absent, est remplacé par Jack Casady, parce que à l'époque, les relations entre Noel Redding et Hendrix était tumultueuse. Noel Redding avait du mal à supporter la façon débridée que Hendrix avait d'enregistrer, et aussi le nombre de personnes considérables qui faisaient rentrer en studio, des groupies, des fans, etc., qui perturbaient considérablement les sessions. Et Noel Redding en a eu tellement marre qu'il dit bon, je me casse. Donc c'est pour ça qu'il y a Casady qui est là. Dommage, enfin tant mieux. Tant mieux pour Casady, dommage pour Redding. Ouais. Et Hendrix, pour revenir à la chanson, se présente comme l'enfant vaudou. Donc alors, évidemment, le vaudou qui est une sorte de rituel qui vient d'Afrique, et il fait là justement le parallèle avec le blues, parce que la religion vaudou et la musique blues étaient une sorte de réaction contre la domination blanche. Très bien. Alors avec le morceau suivant, vous réussissez le tour de force de nous parler à la fois de Jimi Hendrix et de Bob Dylan, un autre artiste pour qui vous avez consacré une totale. Jean-Michel, comment est née cette reprise ? Il faut savoir que Bob Dylan, aux yeux de Hendrix, était un demi-dieu. À chaque fois qu'on lui parlait de Bob Dylan, il était carrément en transe. Pour lui, il le considérait, je crois qu'il l'avait dit une fois, comme une sorte de messie. Et à chaque fois qu'il a joué une chanson de Dylan, Hendrix dira que à chaque fois il lui semblait qu'il aurait pu écrire la chanson. Voilà. Mais il dit, évidemment, je n'ai pas le talent de Dylan. Bon, ce qui est extraordinaire dans cette chanson, c'est la reprise qu'il en a faite, parce que quand on compare la version originale qui est dans le disque John Wesley Harding, c'est tout à fait autre chose. On peut même difficilement la reconnaître. Et là, c'est tout le talent de Hendrix qui en a fait une sorte de feu d'artifice pour guitare. Et c'est un jeu qui est absolument magnifique. Pour preuve, le solo est composé de 4 parties de guitares différentes. Il y a 4 sortes de guitares différentes pour chaque partie du solo. Avec des effets différents. La première partie du solo, c'est en guitare saturée. La deuxième, il joue en slide. Et pour jouer en slide, il avait sorti son briquet pour le faire glisser sur les cordes de sa guitare. La troisième partie, c'est en wah-wah. La dernière, c'est en son clair. Et là, il fait une démonstration absolument brillante du génie guitaristique qu'il habitait. C'est vraiment extraordinaire. Et la chanson a tellement plu à Bob Dylan que, il le dit lui-même, jusqu'à ce jour, il reprend la version d'Hendrix à chaque fois qu'il la joue en concert, tellement il avait été sidéré par la version qu'en avait faite Hendrix. Je rappelle que dans la playlist que je mets à disposition des auditeurs, les morceaux sont en entier. On écoute tout de suite All Along the Watchtower. Le dernier album approuvé par Jimi Hendrix de son vivant est un live. Il est enregistré avec son nouveau groupe. Vous vous en doutez, j'adore cet album. Il s'agit de Band of Gypsies. Nous allons malheureusement pouvoir écouter qu'un seul morceau et encore un court extrait puisque le temps file. On se retrouve pour vous entendre nous en parler. On va écouter Machine Gun. Pour beaucoup de musiciens noirs américains, c'est l'album préféré pour eux, parce que évidemment c'est des racines totalement black, des musiciens black, parce que ils ont toujours trouvé, enfin à l'époque en tout cas, ils trouvaient un peu qu'Hendrix avait trahi un peu sa communauté en jouant avec 2 petits blancs, des British, etc. Mais moi je reste persuadé que c'est aussi sa période avec les petits blancs British la plus créative, parce que c'est ce mélange entre black et blanc qui a fait l'originalité d'Hendrix, alors que Band of Gypsies, c'est absolument génial. Par exemple, c'est le disque préféré de Miles Davis. Mais ça ressemble
c'est un peu plus du déjà vu. Donc voilà. Donc, mais c'est absolument, c'est aussi quand même génial. Il faut le dire. C'est déjà fini, c'est toujours trop court quand vous venez. Jean-Michel Guédon et Philippe Margottin, merci d'être venus encore une fois dans La musique se livre pour nous parler de Jimi Hendrix. Vous êtes ici chez vous, vous le savez, vous n'attendez pas mon invitation pour revenir. On aime les croissants en plus. En plus, c'est vrai qu'on enregistre tôt le matin. Jimi Hendrix La Totale est publié chez EPA Éditions. Le podcast de l'émission ainsi que la playlist de tous les titres diffusés et en intégralité sont disponibles sur le site de Fréquence Protestante et la page Facebook de La musique se livre. Naïvement, je croyais vous faire découvrir quelque chose pour clore cette émission. Mais cela est impossible avec vous, Jean-Michel et Philippe. En 2009, lors du Festival de Jazz de Montreux, Prince fait 2 concerts d'affilée. Lors du second show, il se lance dans une reprise de Spanish Castle Magic que vous mentionnez page 240 de votre livre. Il m'était impossible de ne pas la partager avec les auditeurs de La musique se livre. On se quitte donc avec Prince qui reprend Jimi Hendrix et je demande à Arnaud Osson de nous laisser le solo. On se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. 1, 2, 3, oh! It's very far away. Takes about half a day to get there. If you travel by my dragonfly. Oh, it's not in Montreux, but all the same, just groovy. Y'all with me? Let's go. Hang on, my darling. Hang on if you wanna go. It's just a little bit of Spanish Castle Magic. Spanish Castle Magic. The clouds are really low. They overflow with cotton candy. Battleground, red and brown. It's all in your mind, sugar. Don't waste your time on a bad thing. Just let it float around.